Bienvenue dans cette critique. Aujourd'hui, Jurassic World. Jurassic World est le 4e épisode de la saga Jurassic Park, initié en 1993 par Steven Spielberg. Le premier film est adapté du roman Jurassic Park, écrit par Michael Crichton, qui a été publié en 1990 aux États-Unis et en 1992 en France. Jurassic Park, le film comme le livre, nous raconte l'histoire de John Hammond, un riche milliardaire qui, grâce au pouvoir de la biotechnologie, a réussi à recréer des dinosaures. Des dinosaures qu'il compte exposer dans un parc d'attractions nommé Jurassic Park pour le plus grand plaisir de tous les petits-enfants du monde. Et pendant la tournée d'inspection de divers experts pour voir si le parc est viable, les dinosaures finissent par s'échapper et mangent des gens. Et au passage, donne lieu au meilleur film de toute la planète. Parce que j'adore Jurassic Park. C'est mon film préféré. C'est le film qui m'a fait découvrir Steven Spielberg, qui m'a fait découvrir le cinéma, qui m'a donné envie d'en faire. Enfin bref. En ce qui me concerne, Jurassic Park, pour moi, c'est le film, the film, en fait. Et j'adore aussi Le Monde Perdu et Jurassic Park 3, et je me souviens qu'à l'époque, quand je suis sorti de la salle de cinéma de Jurassic Park 3, j'avais qu'une seule idée en tête, en fait. C'était de voir Jurassic Park 4, là, maintenant, tout de suite. Et si j'aurais su à l'époque qu'il allait falloir que j'attende 14 années avant de pouvoir voir ce film, ça m'aurait... 14 années, c'est long. Ça représentait plus de la moitié de ma vie quand finalement Jurassic World est sorti au cinéma en 2015. Et pendant ces 14 années, on a eu des rumeurs de casting, de réalisateurs, d'idées de base, de scénarios, sans oublier certains concept art qui sont sortis sur internet et qui foutaient franchement la trouille. Ah, putain. En 14 ans, ce Jurassic Park 4, Jurassic World aujourd'hui, c'était presque devenu une utopie. Si bien que quand je disais que j'étais fan de Jurassic Park, on me répondait « Mais William, c'est terminé Jurassic Park, il faut que tu passes à autre chose, c'est démodé !» Alors déjà d'un, va te faire foutre. Et de deux, bah apparemment non. Jurassic Park c'est pas démodé parce que Jurassic World, en termes de chiffres du box-office, bah il a tout défoncé sur son passage. Les gens sont allés le voir, le revoir, le re-revoir, ce qui prouve qu'il y avait quand même une certaine attente derrière ce Jurassic Park 4 et pas seulement que de la part des fans extrêmes dans mon genre, tu vois. Si bien que l'on a dépassé, en termes de chiffres de box-office, on a dépassé des films qu'on devait pas dépasser. Des films comme Avengers 2 par exemple. Bon, on n'a pas défoncé Star Wars, parce qu'il faut pas déconner quand même. Mais au final, les seules questions importantes sont: est-ce que Jurassic World a mérité ces 14 années d'attente? Est-ce que Jurassic World a mérité tout ce succès? Est-ce que Jurassic World est un bon film? Et surtout, est-ce que Jurassic World est un bon Jurassic Park? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Le synopsis de Jurassic World est assez simple, en fait. Le parc à dinosaures a finalement ouvert ses portes, et les dinosaures s'échappent. Sauf que, au lieu d'avoir 10 personnes à bouffer, il y en a 2000. Avec un gros monstre très méchant au milieu. D'ailleurs, le film s'ouvre sur la naissance de ce gros monstre très méchant, et je dois dire qu'il ressemble quand même vachement à un Vélociraptor. En tout cas, à la naissance. Ensuite, nous faisons la connaissance de nos deux premiers personnages, Zach et Gray. On commence d'abord par Gray. Gray qui est le petit frère. Et c'est Tim. Je suis désolé, c'est le petit frère, il a le même âge, il est habillé de la même façon, il est fan de dinosaures. C'est Tim. Ensuite, nous faisons la connaissance de ce qui est pour moi le meilleur personnage de ce film, du meilleur personnage de toute la saga Jurassic Park. J'ai nommé Zach. Franchement, Zach, je l'adore. Je l'adore. Il est au-dessus de Grant ou de Malcolm, hein. Est-ce que vous sentez que je suis en train de faire de l'ironie, là? Parce que ça va pas être possible. Je déteste Zach, c'est un gros con, il est pire qu'un méchant personnage. Parce qu'un méchant personnage, en particulier dans la saga Jurassic Park, il est fait pour mourir. Alors que Zach, bah, il va pas mourir, c'est un enfant dans la saga Jurassic Park, vous imaginez s'il meurt? Donc il va rester là pendant tout le film. Et il va être con pendant tout le film. Pour vous citer un premier exemple de comment il est con, le film nous le présente en train de dire au revoir à sa petite copine qu'il va pas voir pendant une semaine parce que lui part à Jurassic World et pas elle. Et en fait, on se dit plus tard dans le film qu'il va penser à elle quand il va être en danger de mort, qu'il va vouloir la revoir, lui dire une dernière fois je t'aime et ce genre de choses. Eh ben non, mon cul, ouais. 2 minutes plus tard, le gars se met à mater de façon compulsive toutes les filles qui passent devant lui, on dirait un véritable obsédé sexuel. Alors, je sais bien qu'à cet âge-là, l'adolescence, on est censé avoir un comportement d'obsédé sexuel, mais je sais pas, t'as déjà une copine, contrôle-toi un minimum, espèce d'enfoiré. Donc, nos deux petites têtes blondes se rendent à Jurassic World, qui a été construit là où il y avait Jurassic Park sur la première île, là où on a vécu notre meilleure aventure. Et ça aurait pu être magique après 14 années d'attente. En plus de ça, on te met le thème de John Williams, la meilleure musique de toute la planète. Et ça commençait super bien. Et plus la scène avance, en fait, plus la musique monte en intensité et plus ce qui se passe à l'écran baisse, en fait. Tu vois, ça se croise.
Et je suis désolé, mais... c'est raté, c'est juste raté en fait. L'entrée dans le parc par le portail classique d'un Jurassic Park, et ça n'a absolument aucune ampleur. Et l'apothéose, c'est quand nos personnages rentrent dans une chambre d'hôtel avec les volets fermés, du golf à la télévision. Sur 3 personnages, il y en a 2 qui font la gueule, et au-dessus t'as le thème de Jurassic Park. Pour vous donner un ordre de comparaison, voici la même musique utilisée dans le premier film versus l'utilisation qu'en est faite dans ce Jurassic World. Me dites pas qu'il n'y a pas un petit problème quelque part quand même. Sans parler du fait que lorsque la musique explose, ben, on voit ça de l'extérieur, on ne fait que survoler le parc, on ne voit aucun dinosaure. Et en plus de ça, pour les notes finales, l'apothéose de la musique, ben, ça se finit sur la cime des arbres. Ensuite, nous faisons la connaissance de Claire. Claire, qui est la gérante du parc et qui a l'avantage d'avoir une coiffure qui est facilement modélisable dans Lego Jurassic World. Et très vite, Claire nous fait un speech comme quoi maintenant les gens ils en ont plus rien à foutre des dinosaures parce qu'ils en ont trop vu. Et le film tente de faire un parallèle entre les visiteurs du parc à l'intérieur du film et les spectateurs de cinéma qui maintenant regardent les gros blockbusters hollywoodiens avec un œil désabusé parce qu'ils en ont trop vu. Le problème c'est que oui, dans la réalité, le spectateur moyen, il voit des blockbusters hollywoodiens avec des effets spéciaux de malade à peu près tout le temps, genre 2 à 3 fois par mois. Mais dans le film, il n'existe qu'un seul parc avec des dinosaures. En ce qui me concerne, si Jurassic World existait dans la réalité, il faudrait que je traverse la moitié de la planète pour pouvoir m'y rendre. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, c'est l'aventure quoi, une organisation de malade. Allez, on va dire genre 95% des gens sur la planète ne pourront jamais se rendre à Jurassic World. Encore, il y aurait un parc avec des dinosaures dans chaque grand pays du monde. Je pourrais comprendre. Dans ces conditions, les gens ils peuvent pas être blasés. Et en plus de ça, plus tard dans le film, on nous expliquera que finalement, bah ouais, ça va, enfin ça va pas si mal quoi. On fait 2,5% de mieux que l'an dernier. Notre indice satisfaction client est constant, au-dessus de 90. Les gens, ils ont l'air heureux, ils sont souriants, enfin, je veux dire, la moitié du film nous montre que le parc marche du tonnerre. L'Indominus, notre nouveau dinosaure, a été créé pour rebooster l'intérêt des gens pour le parc. Mais moi, j'ai pas l'impression que sa création était réellement nécessaire en fait. Et en plus de ça, ils ont l'intention de vendre ça comme un monstre génétiquement créé de toutes pièces, mais moi je suis désolé. Je vais à Jurassic World, je traverse la moitié de la planète pour aller à Jurassic World, un parc à dinosaures, c'est pour voir des dinosaures. D'ailleurs, si vous voulez faire un parallèle avec les spectateurs de cinéma, si je vais voir un Jurassic Park, c'est pour voir un film avec des dinosaures, pas avec un mutant, quoi. Ce qui veut dire qu'en fait, l'argument principal pour faire tenir le film debout est bancal. Ensuite, nous retrouvons nos 2 petites têtes blondes. Je connais. Cytosine, guanine, adénine et thymine, les mêmes qu'on retrouve dans tout ce qui vit. Qui sont en réalité les neveux de Claire qu'elle n'a pas vu depuis des années. Et tout ce petit monde se retrouve dans le nouveau centre des visiteurs du parc qui est quand même, il faut le dire, ultra futuriste avec des hologrammes, des machins, des trucs mûches. Enfin bref quoi, le futur. Et Claire annonce à ses neveux qu'elle est occupée, qu'elle ne pourra pas s'occuper d'eux aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que demain elle leur fera visiter le parc, les coulisses quoi. Et je comprends pas la réaction des 2 gosses en fait. Au mieux ils devraient être heureux parce que demain ils vont visiter les coulisses de Jurassic World. Et au pire, ils s'en foutent. Ça fait des années qu'ils l'ont pas vu, la tante Claire. Gray, il est fan de dinosaures. Il y a un tyrannosaure, il mange des chèvres à 300 mètres de là. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de tante Claire? Et l'autre obsédé, là, il est chaperonné par une putain de bombasse. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de tante Claire? Donc Claire s'en va et arrive dans la salle de contrôle du parc où nous faisons la connaissance de 2 nouveaux personnages et en particulier du personnage de Lowery. Lowery qui est censé représenter le fan de Jurassic Park qui était là à la base, en fait, le fan hardcore. En fait, il est censé me représenter un peu moi, en fait. Sauf que c'est un loser avec son espèce de moustache dégueulasse. Et c'est tellement loser, en fait, qu'on peut prévoir carrément quand est-ce qu'il va faire des conneries. Claire pique une crise parce qu'il porte un t-shirt Jurassic Park, comme quoi ça serait de mauvais goût, parce qu'il y a des gens qui sont morts et tout ça. Je pourrais comprendre, hein, l'argument est valide. Si tout à Jurassic World ne faisait pas référence déjà à Jurassic Park. Le logo, la statue de John Hammond au milieu du centre des visiteurs, le portail d'entrée du parc, le fait que vous ayez repris le tyrannosaure original du premier parc au lieu d'en faire un tout beau, tout neuf, tout jeune, tout fringant quoi. Le film te dit quelque chose et te montre exactement le contraire juste après en fait. Ensuite, nous faisons la connaissance de Simon Masrani, le propriétaire du parc, le patron de Claire. Et il nous est présenté comme une sorte de John Hammond en plus jeune et dynamique. Non. Et Masrani nous est présenté comme un mec sympa en fait.
mais c'est pas possible. C'est juste un gros con. Pire que ça, c'est un enfoiré. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un enfoiré, parce que il dit ça, Masrani. John Hammond m'a chargé d'appliquer ses dernières volontés et pas une fois il m'a parlé de profit. Dépenser sans compter. Donc si je comprends bien, John Hammond, il a confié le contrôle des 2 îles à Masrani. Alors, pourquoi Masrani, il a ouvert un parc sur Isla Nublar? Parce que John Hammond, dans Le Monde Perdu, il voulait plus de parc, il voulait que les dinosaures s'épanouissent sans les humains, enfin sans intervention humaine. Et c'est à cause de ça que certaines personnes pensent que ce Jurassic World n'est pas un Jurassic Park 4, mais plutôt un Jurassic Park 2, bis, qu'il annule Le Monde Perdu et Jurassic Park 3, parce que Le Monde Perdu et Jurassic Park 3, il y a beaucoup moins de personnes qui les aiment que pour Jurassic Park 1, et je déteste cette façon de faire. Il existe un Monde Perdu, il existe un Jurassic Park 3, et il existe même un Indiana Jones 4. Enfin bref, je reviendrai sur cette façon de faire dans une autre vidéo. Et en plus de ça, Colin Trevorrow n'a jamais affirmé que le Jurassic Park 3 et Le Monde Perdu devaient être éjectés de la saga Jurassic Park par son film, contrairement à ce qu'a pu affirmer des sites comme Allociné. Mais il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin. Parce que si on pense que ce qui est en train de dire Masrani annule Le Monde Perdu et Jurassic Park 3, bah alors il annule aussi la fin de Jurassic Park 1. Parce que c'est à la fin de Jurassic Park 1 que John Hammond se rend compte que son parc ne peut pas être réalisable et que la vie trouve toujours son chemin. Ce qui fait de Masrani un gros connard qui a profité de John Hammond sur son lit de mort à moitié gâteux pour pouvoir lui piquer ses dinosaures et ouvrir un parc. J'ai beau chercher, je trouve pas d'autre solution en fait. Masrani et Claire arrivent devant l'enclos de l'Indominus qui a été construit spécialement pour lui à l'écart du parc et Le chantier n'est pas achevé. Au départ, on devait ouvrir en mai. Seulement l'unité confinement a insisté pour surélever la muraille. Sujet plus grand que prévu. Tu m'étonnes, l'Indominus a été conçu comme étant plus grand que le T-Rex et quand tu vois certaines portions du mur de son enclos, eh ben je suis désolé, un petit tyrannosaure avec ses petits bras, il réussit à monter et escalader l'enclos. Donc les 2 personnages entrent dans la salle de contrôle de l'enclos de l'Indominus que l'on entrevoit très brièvement parce que le but du film à ce moment-là n'est pas de nous le montrer de façon frontale. Et très vite, Masrani se rend compte d'un petit détail mais vraiment insignifiant en fait. Et ceci? Elle a tenté de briser la vitre. Ensuite, nous apprenons que l'Indominus n'est qu'une tarée insociale. Je croyais qu'il y avait 2 spécimens. Il y avait une jumelle dans l'éventualité d'une mort en bas âge. Où est la jumelle? Elle l'a dévorée. Son enclos est bien sécurisé au moins. Oh, je sais pas, tu veux parler de ça ou du fait que son enclos il soit pas encore terminé? Donc Masrani, un peu inquiet, demande à Claire d'aller chercher un certain Owen. Parce que Owen, c'est un big boss. C'est un big boss, vous allez voir, c'est un big boss. Et Claire, avec un peu de réticence, bah, elle a pas le choix de toute façon. Ensuite, nous arrivons dans une scène où on voit un petit cochon qui est pourchassé, et ensuite nous découvrons qu'il est pourchassé par 4 vélociraptors. Alors, on va passer sur le fait qu'un petit cochon bien dodu réussisse à échapper à 4 vélociraptors lancés à pleine vitesse pour nous concentrer sur le personnage d'Owen. Owen, dresseur de vélociraptors. J'adore Jurassic Park, et dans Jurassic Park, mon dinosaure préféré, c'est bel et bien le Vélociraptor. Parce que le Vélociraptor, il pète la classe, il est intelligent, il est rapide. Le Tyrannosaure, il est imposant et tout, mais le Vélociraptor, il peut te suivre dans tous les coins et tuer tout le temps. Enfin, j'adore le Vélociraptor. Et là, dans ce film, ils sont apprivoisés, c'est des Vélociraptors apprivoisés. Alors, le réalisateur, pendant la promotion du film, a dit, non, les Vélociraptors, ils sont pas apprivoisés et tout, mais je suis désolé. C'est ce que la scène me montre, là. Ensuite, nous faisons la connaissance d'Hoskins. Hoskins, qui est un super personnage, et qui a une super idée, se servir des vélociraptors comme arme de guerre. Regarde ces créatures. Elles ont un instinct millénaire dans leurs cellules. Un instinct qu'on peut programmer. Mais le gars, il semble y croire, hein. D'ailleurs, c'est le seul qui semble y croire, n'est-ce pas, Omar? Quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce qu'il y a Omar Sy dans le film, acteur français. Quand ils l'ont annoncé au casting, je dois dire que j'avais quelques inquiétudes, mais au final, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Dommage que son rôle soit plutôt anecdotique. Et tout d'un coup, au milieu de la discussion entre Skins et Owen, il y a un accident. Le petit cochon. Le petit cochon a réussi à s'échapper parce que le petit cochon réussit à s'échapper de tout. Bon, peut-être pas de tout. Et il y a un gars qui tombe au milieu de l'enclos des vélociraptors. Alors déjà, après une chute pareille, normalement, t'es mort.
Et les vélociraptors, oh mon dieu, mais ils sont lents. Normalement, ils auraient dû lui dévisser la tête immédiatement. Et Owen, pour sauver l'autre crétin là, il a pas d'autre choix que de se jeter dans l'enclos des vélociraptors et de s'interposer. Et à ce moment-là, on a droit à une scène qui, il faut l'avouer, est plutôt pas mal foutue en termes de suspense. Et Owen réussit à s'en sortir de justesse. Mais ce que je retiens de cette scène, c'est juste après, en fait. Il y a Hoskins qui est dans son délire de vélociraptors qui doivent servir à la guerre et tout ça. Et il a vu que ça pouvait pas marcher. Les vélociraptors ont essayé de bouffer Owen. Non, mais lui, il s'en fout, tu vois. Il est content, il est en mode, tu vois, hein, j'avais raison, hein. Pauvre con. Dans la scène suivante, on retrouve Zach et Greg qui ont réussi à échapper à la surveillance de leur nounou super sexy et qui se retrouvent dans l'enclos du tyrannosaure. Salut maman. Je déteste Zach, sérieux, je le déteste. Il a un putain de tyrannosaure qui bouffe une chèvre à 50 mètres devant lui et lui répond à son téléphone de merde. Moi je suis désolé, dans ce cas-là, si c'est pas le président du monde qui m'appelle, il ira se faire foutre, ça peut être ma mère ou n'importe qui. Ensuite, Claire, qui obéit à Masrani, va chercher Owen pour qu'il contrôle l'enclos de l'Indominus Rex. Et Owen est là, en mode badass, en train de réparer sa moto, tout crado, en train de boire un Coca-Cola bien frais. Parce que maintenant, les mecs badass ne boivent plus de la bière, ils boivent du Coca-Cola. C'est quand même moins dangereux pour la santé, il faut avouer. À ce moment-là, je crois que le film veut nous montrer qu'Owen est trop cool. D'ailleurs, on découvre dans cette scène qu'Owen, ce personnage si raffiné, a eu une relation avec Claire et il la taquine un petit peu avant d'accepter de la suivre. Oh, mais ce plan est absolument dégueulasse, il n'a rien à faire dans un Jurassic Park. Donc on retrouve une fois de plus nos deux gamins qui sont en train d'attendre dans des gradins devant un immense bassin et nous découvrons avec eux le mosasaure. Enfin, il a fallu un dinosaure de 45 mètres de long pour qu'il se décoince et sorte de son catatonisme d'adolescent branleur de merde. D'ailleurs, au passage, c'est pas une barrière électrique, ça? Non, la sécurité dans ce parc, franchement, ils ont pensé à tout. Owen et Claire, de leur côté, arrivent à l'enclos de l'Indominus et très vite, ils se rendent compte que, en fait, l'Indominus, il a disparu! Le truc, il fait 6 mètres de haut, 15 mètres de long, 45 tonnes, mais le machin, il disparaît, on sait pas comment, alors qu'il y a un gars qui est censé le surveiller H24. Et on découvre des traces de griffes sur le mur de l'enclos, juste à côté de la baie vitrée où est censé être installé le gars qui surveille l'enclos. À ce moment-là, la pensée logique de nos personnages, c'est que l'Indominus a réussi à escalader le mur de l'enclos. C'est quoi ce délire? À sauter de l'autre côté avec ses 45 tonnes sans que les 30 ouvriers qui travaillent autour de l'enclos ne se rendent compte de rien. Attention. Mais l'Indominus a un implant GPS qui va pouvoir permettre de le repérer facilement. Non, Claire se barre. Pourquoi elle se barre? Elle peut pas contrôler la position de l'implant GPS de l'Indominus directement dans la salle de contrôle de l'Indominus? Surtout que normalement, à la base, cette salle, elle sert à ce genre de choses. Mais non, elle se barre, elle prend sa voiture parce que ça fait un plan trop stylé avec la nouvelle Mercedes. Sujet hors confinement. Mettez la sécurité en alerte, ce n'est pas un exercice. Et elle appelle la salle de contrôle du parc avec son portable. Parce que son forfait ne marche que quand elle roule à fond au milieu de la forêt avec un plan trop stylé. Parce que sinon, son portable ne marche pas. C'est écrit dans son contrat mobile. Eh ouais, les gars, fallait lire les petits caractères. Owen, qui est censé être un génie, tu vois, un professionnel dans ce que pensent les dinosaures, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs. Eh ben, il rentre dans l'enclos, comme ça, avec l'autre gars, là. Il est en mode décontracté, tranquille. En plus, il y a déjà un gars qui les attend à l'intérieur. Et c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est dans l'enclos avant même Owen et l'autre Gus? Le gars, il s'était perdu, ça fait 2 jours que tout le monde le recherche. Il a tourné à droite, fallait tourner à gauche, et depuis, il attend qu'on vienne le chercher. On a perdu l'Indominus, mais on a retrouvé Pépito. Et fatalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben l'Indominus, il est encore dans l'enclos, et on ne le découvre que quand les 3 abrutis sont à l'intérieur. Parce que personne ne s'en est rendu compte avant. Et en plus de ça, on a le droit au cliché de la communication qui déconne. Ordre d'évacuer l'enceinte. Ouais, y a un problème? Elle est dans la cage, elle est avec vous. Et mes bonnes gens, l'Indominus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger des gens.
et il va réussir à s'échapper parce que les personnages sont cons comme des radiateurs éteints. Pourtant, en termes de mise en scène, c'est super bien foutu. La musique qui monte pour faire monter le suspense et tout ça, c'est super bien foutu. Mais c'est complètement con. Mon esprit rationnel ne peut pas se dire que le gars expert en dinosaures qui contrôle les vélociraptors et qu'on expelle exprès pour ça se permette d'entrer dans l'enclos d'un dinosaure ultra dangereux sans savoir au préalable où est-ce qu'il est. Il avait juste à attendre 5 minutes. 5 minutes, bordel de merde, pour qu'on lui dise où était l'Indominus. Mais non. Donc l'Indominus se casse. Tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-tam, ta-tam, ta-ta-tam, ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-tam, ta-tam.